Ça y est, l'ère de Chris Chibnall et Jodie Whittaker vient de s'achever sur un ultime épisode absolument grandiose, The Power of the Doctor. Mais avant de parler de ce dernier, revenons d'abord sur l'entièreté de cette ère qui fut très clairement la plus contestée par les fans, et on va essayer de comprendre pourquoi. Lorsque Steven Moffat a annoncé quitter la série après la saison 10, laissant sa place à Chris Chibnall, j'étais le premier à émettre des doutes quant à sa capacité à écrire des scénarios aussi marquants que son prédécesseur. Et alors, même si mes prédictions de l'époque se sont avérées assez proches de la vérité, j'ai quand même fini par me rendre compte que c'était absurde de les mettre en opposition quoi qu'il arrive. Steven Moffat est un génie de l'écriture. Il a écrit les épisodes parmi les plus populaires de la série, et personnellement, il est mon scénariste et showrunner préféré. Mais Moffat ne pouvait pas rester écrire pour la série éternellement. Et d'ailleurs, il avait même envie de se barrer depuis un bon moment déjà. Il lui fallait donc obligatoirement un successeur pour continuer cette série que l'on aime tant. Un successeur qui, quoi qu'il arrive, allait forcément être différent de Steven Moffat. En fait, je pense que peu importe qui allait le remplacer, il aurait de toute façon souffert de la comparaison avec son prédécesseur. Alors le mieux, c'était de prendre le meilleur candidat possible, pas un Moffat bis, puisque de toute façon ça n'existe pas, mais un scénariste suffisamment expérimenté et connaisseur de la série, comme l'étaient les deux précédents showrunners. Et avec cette idée en tête, effectivement, Chris Chibnall apparaissait comme le choix le plus évident. Il avait déjà écrit plusieurs épisodes pour Doctor Who, mais avait également été showrunner pour son spin-off, Torchwood. Et en plus de ça, il est le créateur d'une série massivement encensée nommée Broadchurch. Bref, en gros, quand tu voyais son parcours, il avait très clairement l'allure du candidat idéal. Alors oui, certes, les épisodes qu'il a écrits pour Doctor Who ne figuraient pas parmi les plus marquants, mais sans être des chefs-d'œuvre, je trouve personnellement qu'aucun de ces épisodes n'est réellement mauvais. J'aime beaucoup 42 et Hungry Earth Cold Blood. Ils sont très simples mais très efficaces. Dinosaur on a Spaceship est de loin son plus faible, notamment à cause de sa fin, mais il a tout de même de bonnes idées. Et Power of Three a longtemps été son meilleur travail sur la série. Et vous savez quoi ? Ce petit corpus d'épisodes était finalement assez représentatif de ce qu'il allait faire en tant que showrunner. Après moult débats et débâcles complètement inutiles autour du changement de genre du Docteur, qui n'aurait jamais dû poser problème à qui que ce soit, surtout après que le personnage du maître se soit essayé à ce changement et que ça ne pose problème à personne, donc la saison 11 est arrivée, et déjà à ce moment-là, beaucoup de fans et spectateurs un peu moins fans mais quand même fidèles, ont commencé à exprimer une certaine déception. Bon, je reviendrai pas sur ceux qui prétendaient que le problème était l'absence d'anciens ennemis, parce que c'est une énorme erreur de penser qu'il suffit d'ajouter des Cybermen et des Daleks pour faire de bons épisodes. Par contre, je ne peux que comprendre ces déceptions, puisque j'avais moi-même été très mitigé dans ma vidéo critique de l'époque. Globalement, je ne déteste pas cette saison, et j'ai plutôt été séduit par le Docteur de Jodie Whittaker. Mais là où les saisons précédentes comportaient une majorité de bons épisodes, avec seulement quelques ratés, ici c'est plutôt l'inverse. La majorité est assez oubliable, et les bons épisodes existent bien, mais ils sont devenus minoritaires, et clairement pas aussi mémorables que ceux des précédentes saisons. Pour autant, je n'ai jamais été alarmiste puisque j'y trouvais encore mon compte sur certains épisodes, mais force est de constater que le ratio commençait à s'inverser. Comme la saison 8 en son temps, la saison 11 semblait provoquer une certaine rupture auprès du public. Et comme pour la saison 8, je ne pouvais que comprendre. C'était toujours Doctor Who, mais il manquait quelque chose. Les épisodes s'enchaînaient et malgré quelques bonnes surprises, rien de réellement mémorable. Mais malgré tout, je l'avais dit à l'époque, je sentais que Chris Chibnall était capable de faire bien mieux. Le premier épisode de la saison 11 était particulièrement réussi, et je sentais un vrai potentiel dans sa vision de la science-fiction. Là encore, j'avais visé plutôt juste, mais il faudra attendre encore un peu, puisque la 12 fut globalement calibrée sur le même modèle que la 11, si ce n'est l'ajout de quelques éléments d'un fil rouge particulièrement intrigant, et un retour du maître plutôt réussi. C'est sur la saison 12 que je me suis enfin rendu compte de ce qui me dérangeait dans cette ère. Sur cette saison, j'apprécie les deux premiers et les deux derniers épisodes, et je trouve tout le reste globalement très oubliable. En gros, j'ai du mal avec tous les stand-alone. J'aime quand même Fugitive of the Judoon et Haunting of Villa Diodati, mais uniquement pour leur lien avec le fil rouge, et donc pour ce qui est dû à l'intervention de Chibnall. J'en suis donc venu à la conclusion que ce qui me pose problème dans l'ère Chibnall, c'est pas Chibnall, c'est tous les autres scénaristes. Chris Chibnall est en fait un très bon showrunner, et d'ailleurs j'ai particulièrement adoré le final de la saison 12. The Timeless Children
Run a longtemps été mon épisode préféré de cette ère. Je vais pas revenir sur la révélation du Timeless Child, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi personnellement ça ne me posait aucun problème, mais il est clair qu'à partir de là, Chibnall a commencé à se faire de plus en plus d'ennemis. En ce qui me concerne, à partir de Ascension of the Cybermen, je commençais enfin à voir quelque chose qui me plaisait vraiment. Du space opéra, du lore exploré en profondeur, et des enjeux ambitieux. Un constat qui se confirmera avec Revolution of the Dalek, là encore un gros coup de cœur de cette ère. Et ce n'était que le début de cet enchaînement de réussite, puisque la saison 13 qui arrivera derrière sera quasi entièrement scénarisée par Chris Chibnall. Et comme je viens de vous le dire, ce sont ces scénarios que je trouve les plus réussis. Donc forcément quand j'ai su ça, j'avais bon espoir, et j'avais raison d'y croire. La saison 13 de Doctor Who est de loin la plus réussie de l'ère Chibnall-Whittaker. J'aurais presque envie de conseiller uniquement celle-ci à ceux qui ont décroché dès le début de cette ère, mais hélas elle repose en grande partie sur la révélation du Timeless Child. Clairement, cette saison est imparfaite. On sent à chaque chapitre que l'histoire manque de place pour s'étendre au-delà de ces quelques 6 épisodes. Mais ça reste une belle réussite dans l'ensemble. Un enjeu cosmique, des antagonistes charismatiques, du space opéra, des décors magnifiques, et des personnages secondaires qui parviennent enfin à être attachant. Car oui, j'ai beau apprécier le style de Chris Chibnall, il possède des défauts qui peuvent parfois fortement altérer la qualité globale de ses saisons. J'ai dit qu'on allait essayer de comprendre pourquoi l'ère Chibnall était autant détestée par beaucoup de fans, alors parlons-en. Au-delà du fait qu'il souffre inévitablement de la comparaison avec Steven Moffat, qui avait l'insolence de nous proposer une idée de génie par épisode, j'ai pu détecter 2 gros défauts propres à l'écriture de Chris Chibnall, la caractérisation de ses compagnons et la moralité de son docteur. Les compagnons de Chris Chibnall sont à l'opposé total de ce qu'on a pu avoir auparavant. Que ce soit Rose, Martha, Donna, Amy ou Clara, elles prennent toutes progressivement une importance capitale dans la vie du docteur. Rose absorbe un vortex pour détruire les Daleks, et le docteur sacrifie une de ses vies pour la sauver. Elle aura même le droit à son propre clone du docteur dans sa réalité. Martha fait le tour du monde pour sauver la Terre. Donna devient à moitié docteur. Amy devient littéralement la belle-mère du docteur. Clara sauve le docteur à de nombreuses reprises en plongeant dans sa timeline et finira par avoir son propre TARDIS. En fait, il y a que Bill Potts dont le destin paraît un peu moins impressionnant comparé aux autres, même si elle a quand même le privilège de ressusciter et de passer le reste de sa vie à voyager à travers l'univers. A l'inverse, chez Chris Chibnall, les compagnons ce sont juste des êtres humains lambda. Tellement lambda que tu peux totalement les imaginer assis à côté de toi dans la salle d'attente de ton médecin généraliste. Et alors, entendons-nous bien, ça en soi c'est pas un défaut, c'est juste une autre manière d'écrire les personnages, et c'était même plutôt bienvenu après tous ceux qu'on a eu jusqu'alors. Non, le vrai problème c'est qu'ils sont tellement lambda qu'ils en deviennent complètement inintéressants. Et là je parle surtout de la Team TARDIS des saisons 11 et 12. Prenez Ryan par exemple. Qu'est-ce qu'on retiendra de lui? C'est un mec qui fait du basket et qui est dyspraxique. Bon, ok, mais ça dit rien de sa personnalité ça. Est-ce qu'il est sage, colérique, espiègle, bienveillant? On sait pas, c'est juste Ryan et c'est tout. Le personnage est tellement lisse qu'il ne dégage absolument rien. Dès lors, difficile d'avoir de l'empathie pour lui. Et là vous allez peut-être me dire que j'ai pris le pire exemple parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Ok, alors parlons de Yaz dans les saisons 11 et 12. Le personnage est tellement effacé que dans certains épisodes elle a genre 2-3 répliques, pas plus. Can You Hear Me a tenté de lui ajouter un peu de profondeur en lui inventant un passé de dépressive qui aurait effectivement pu être intéressant, sauf que ça n'a jamais été évoqué avant et que ça ne le sera plus jamais par la suite. Et vous savez pourquoi? Parce que cet aspect du personnage est une initiative de la scénariste de l'épisode Can You Hear Me. Alors il reste Graham qui est le préféré de la plupart des gens, mais soyons honnêtes, c'est juste parce que c'est celui qui a le plus de répliques et un minimum de personnalité. Ça reste à mon sens un comic relief rarement efficace. Worst Uber ever. Heureusement, à partir de la saison 13, Chris Chibnall s'est miraculeusement amélioré. Yaz a enfin plus de 3 lignes de dialogue et une caractérisation bien mieux définie, tandis que le petit nouveau, Dan, est d'une sympathie tellement rayonnante qu'il en est infiniment plus attachant que n'importe quel des 3 pantins des saisons 11 et 12. Et pour ce qui est des autres personnages de la saison 13 comme Claire, Jericho, Vinder ou encore Belle, là encore ils ont beau être assez peu présents, ils sont instantanément attachants au point qu'on aurait vraiment aimé les voir davantage. Parfois, j'aime m'imaginer une réalité alternative dans laquelle la Team TARDIS des saisons 11 et 12 est composée de Vinder, Dan et Yaz de la saison 13. Ça aurait été tellement plus réussi. Encore que, il resterait toujours un autre défaut inhérent à l'écriture de Chris Chibnall.
Malheureusement, un autre défaut d'écriture se retrouve régulièrement dans les scénarios de Chris Chibnall. Un défaut d'écriture que l'on pouvait déjà constater dans son Dinosaur on a Spaceship, lorsque le docteur décide purement et simplement de tuer l'antagoniste de l'épisode. Un comportement douteux que l'on retrouve par conséquent à travers le docteur de Jodie Whittaker. J'en avais déjà parlé, mais par exemple, je n'aime pas du tout la résolution de The Timeless Children, lorsque Cocharmus vient se sacrifier à la place du docteur, et qu'elle accepte sans rechigner parce que ça l'arrange bien qu'il meure à sa place, et ça arrange bien le scénario aussi parce que c'est mieux si le personnage principal survit. Une conclusion à la moralité hasardeuse, qui a d'ailleurs été reproduite exactement à l'identique dans Legend of the Sea Devils, comme si la première fois ne suffisait pas. Mais ça c'est que dalle comparé au docteur qui se sert de l'idéologie nazie pour se débarrasser de son ennemi. Et oui, c'est vraiment arrivé, et je n'exagère même pas puisque c'est littéralement ce qui se passe dans Spyfall Partie 2, lorsqu'elle dénonce le maître aux nazis et retire son filtre de perception pour qu'il se fasse embarquer. Une résolution d'autant plus maladroite puisque Sacha Dhawan, l'interprète du maître, est d'origine indienne. Le docteur se sert donc ici, volontairement ou pas, de la différence ethnique physiquement visible de son adversaire pour qu'il en devienne une cible des nazis. C'est tout simplement horrible. Un peu moins évident mais toujours problématique, lorsque le docteur transforme volontairement le nom de Tsimsha en Timsho pour lui manquer de respect. Ça a l'air de rien, mais transposé à notre réalité, ça rappelle cette pratique clairement raciste qui consiste à remplacer le nom d'une personne étrangère par autre chose, parce qu'on ne veut pas faire l'effort de prononcer des sonorités auxquelles on n'est pas habitué. Grandry, amène-lui ça en même temps, dépêche-toi. Il a un nom pas possible. Il s'appelle... Alors d'abord on l'a baptisé Maurice, et puis on trouvait pas ça drôle, et un jour j'ai baptisé Grandry, et toute la mairie, les taux courriers à la mairie, toute la mairie l'appelle Grandry. Voilà. Tim Shaw. Tim Shaw. Tim Shaw. Tim Shaw. Tim Shaw. Alors évidemment, ce dernier exemple est légèrement extrapolé, mais avouez quand même que le parallèle est assez troublant. D'ailleurs, je l'avoue, ça m'a longtemps paru anodin, et c'est un autre fan avec qui j'ai discuté qui m'a fait remarquer cette maladresse, et je l'en remercie. Car c'est bien de ça dont il s'agit, une maladresse. Évidemment que Chris Chibnall n'a aucunement l'intention de véhiculer des idéaux fascistes ou même racistes. Ce sont juste des maladresses d'écriture, mais qui hélas sont récurrentes dans ses travaux. Je pourrais aussi évoquer les discours de fin particulièrement ambigus de Kerblam ou Haunting of Villa Diodati, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est malheureusement bien réel, Chris Chibnall a du mal avec la moralité du docteur, et flirte parfois dangereusement avec des valeurs contradictoires à celles du personnage et de la série. C'est dommage parce que j'ai envie de le défendre sur pas mal d'aspects, surtout quand je vois à quel point il se fait haïr par une partie des fans, mais force est de constater qu'il possède des défauts d'écriture que je ne peux pas ignorer. Après une saison 13 réduite mais réussie, l'ère de Chris Chibnall et Jodie Whittaker aura quand même le droit à 3 épisodes spéciaux diffusés tout au long de l'année 2022 pour conclure proprement. Alors faisons simple et concis, Eve of the Dalek est un épisode avec un excellent concept de base, mais qui souffre hélas de certains gros défauts. Les Daleks ne tirent leur laser mortel que lorsque ça arrange le scénario, les personnages sont enfermés à cause d'un champ de force qui entoure le bâtiment, sauf à la fin lorsqu'il faut s'enfuir, ça tombe bien, et ils auraient pu appeler eux-mêmes pour déclencher la sonnerie du téléphone portable qui sert à leur plan final, au lieu de dépendre d'une tierce personne, mais bon, ça on va dire que c'est un peu moins grave. Legend of the Sea Devil quant à lui est un peu plus compliqué à juger puisque c'est un épisode accidenté. Il semble en effet assez évident que l'épisode a été amputé d'un certain nombre de scènes. Il y a par exemple ce moment où un personnage sort de sa cellule d'un instant à l'autre sans que l'on sache comment, ou encore lorsque le Dr Elias se retrouve dans le repère des démons des mers, alors que juste avant elle se faisait bouffer par un monstre marin. Clairement, quelque chose de pas normal s'est passé durant la production, et Legend of the Sea Devil n'aurait jamais dû sortir dans cet état. Et c'est dommage parce que esthétiquement, c'est plutôt réussi. Une rumeur provenant de Reddit parle d'un remontage afin d'éviter le plus possible d'offenser le gouvernement chinois. Alors bien sûr, ça reste qu'une rumeur, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais quand je vois le résultat final, ça me paraît franchement pas improbable. Parlons maintenant d'un épisode infiniment plus réussi, The Power of the Doctor. Ultime épisode de cette ère de Doctor Who qui aura tant divisé, The Power of the Doctor se révélera finalement être la plus belle surprise de Chris Chibnall. Je l'ai personnellement adoré, et j'ai l'impression qu'il a étonnamment réussi à faire consensus, puisque j'ai même vu des anti-Chibnall en dire du bien, comme quoi tout peut arriver. Il faut dire aussi que sur ce coup-là, il a fait très fort. The Power of the Doctor est une véritable lettre d'amour à l'intention de la série, et plus particulièrement à la période classique dont Chibnall a toujours été fan. L'épisode est donc bourré
bourré de fanservice tournant principalement autour des classiques, puisque c'est tous les docteurs de cette période qui reviendront, enfin du moins tous ceux qu'il était physiquement possible de ramener. Mais aussi le retour de 2 compagnes, Ace et Tegan, ainsi que quelques autres caméos dans la scène finale. Mais si l'ancienne série ne vous parle pas, c'est pas grave, puisque le reste de l'épisode est déjà suffisamment chargé, avec un retour des Daleks, des Cybermen et du Maître. Et c'est sans parler des sous-catégories de méchants comme Ashad ou les Cybermasters. Ah oui, il y a aussi Kate Stewart et Vinder. Un épisode plutôt surchargé donc, ce qui aurait pu être particulièrement casse-gueule. Et pourtant, étonnamment, l'épisode parvient par je ne sais quel miracle à ne jamais paraître indigeste. Sur le papier, il y a beaucoup trop de personnages, et pourtant on n'a jamais vraiment ce sentiment. Chacun d'entre eux a son utilité dans le scénario. Et au milieu de tout ça, Chibnall nous glisse ses dernières idées brillantes, comme la magnifique scène de l'inconscient du docteur, ou le plan du maître qui correspond juste parfaitement au personnage. En fait, il y a tellement de bonnes choses que ça me paraît sincèrement peu probable de ne pas un minimum apprécier, surtout quand on est un fan de la série. The Power of the Doctor nous prouve que Chris Chibnall était un très bon choix de showrunner. C'est un admirateur sincère de Doctor Who, et on ne peut que le ressentir en voyant ce dernier chapitre. Une belle réussite, parfaitement cristallisée dans son ultime scène, la régénération du 13e Docteur. Une scène, là encore, d'une réussite incontestable, qui parvient à nous noyer dans un vortex d'émotions, accentué par cette idée brillante de la réunion des anciens compagnons. Ça y est, le Docteur a enfin compris qu'il valait mieux se régénérer hors du TARDIS, et... oh tiens, c'est le retour de David Tennant. Et alors là, plusieurs choses à dire là-dessus. Pour l'instant, on peut difficilement avoir un avis définitif puisqu'on ne sait pas encore comment Russell T Davies va justifier ça dans sa trilogie d'épisodes spéciaux qui arrivera en 2023. Mais il est clair qu'au premier abord, il est difficile de ne pas y voir un aveu d'échec. Et je ne dis pas ça par plaisir, c'est juste que après nous avoir informé du retour de Russell T Davies, le seul scénariste qui parvient à mettre tout le monde d'accord, puis le retour de David Tennant, le docteur le plus populaire auprès du grand public, sans oublier Catherine Tate, l'actrice qui incarne Donna Double et qui sera également de retour prochainement, avouez quand même que tout ça donne l'impression au mieux d'un délire nostalgique et au pire d'un rétro-pédalage total. Un retour en arrière d'autant plus malvenu après une ère fortement décriée et portée par le premier docteur incarné par une femme. Et c'est sans parler des paramédias publiés tout au long de cette période qui délaissaient déjà le docteur de Jodie Whittaker au profit de David Tennant. Mais passé cette réflexion et après quelques précisions supplémentaires, on peut commencer à voir cette décision un peu différemment. Vous l'avez peut-être vu passer, Ncuti Gatwa a été choisi pour incarner le prochain Docteur. Seulement, l'acteur étant très occupé, il n'était pas disponible pour tourner dans les temps, ce qui tombait plutôt mal puisque 2023 n'est rien de moins que l'année des 60 ans de la série, donc il ne pouvait pas tellement se permettre d'attendre. Partant de là, il fallait trouver une solution pour fêter dignement cet anniversaire. Le choix de David Tennant se révèle alors beaucoup plus compréhensible. Certes, il était déjà revenu pour les 50 ans, mais ici c'est différent puisqu'il ne s'agit pas du 10e Docteur, mais bien d'une nouvelle incarnation reprenant un ancien visage. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'au-delà du plaisir de retrouver l'acteur, ça a surtout le mérite de casser complètement la routine de la régénération. Jusqu'ici, les scènes de régénération étaient plus ou moins les mêmes. Il y a que celle de Smith qui différait un peu, puisqu'il avait rajeuni avant de se transformer dans une sorte d'éternuement soudain. Mais globalement, on savait à quoi s'attendre. Le nouveau docteur prenait la place de l'ancien, et c'était reparti pour un tour. Cette fois-ci, Davies a voulu casser les codes en ramenant un visage déjà connu, et en plus de ça, en régénérant également les vêtements du personnage. Ce qui est très étrange, j'espère qu'on aura une explication à ça. Alors oui, au-delà du message un peu rétrograde que pourrait renvoyer ce choix, c'est aussi particulièrement intriguant et encourageant. Et puis même si c'est dû au hasard, je trouve que ça colle assez bien au reste de l'épisode qui se voulait déjà très nostalgique. Au final, qu'est-ce qu'on retiendra de l'ère Chibnall-Whittaker ? Comment sera-t-elle perçue dans quelques années ? Est-ce qu'on la planquera honteusement sous le tapis, un peu comme le fait Disney avec la post-logie Star Wars ? Ou est-ce qu'au contraire, elle connaîtra l'effet prélogie et sera réhabilitée dans quelques années ? Quoi qu'on en pense, il est évident que cette ère aura divisé bien plus que les précédentes. Certes, durant la période Matt Smith, on reprochait à Steven Moffat de ne pas savoir conclure ses saisons, ou de mal écrire ses personnages féminins. Mais à côté de ça, il parvenait toujours à nous sortir des épisodes incroyables qui mettaient à peu près tout le monde d'accord. Et c'est également durant cette période que la série connaîtra une popularité internationale jusqu'alors inédite.
La période Peter Capaldi aura quant à elle largement apaisé la plupart des fans anti-Moffat. L'arrivée de Chris Chibnall s'est avérée un peu plus compliquée, avec l'apparition de beaucoup plus de détracteurs pour les raisons évoquées plus tôt. Et aujourd'hui, maintenant que son travail sur la série est terminé, on lui reproche surtout d'avoir introduit plus de mystères que de réponses. Parce que oui, comme je l'avais anticipé, je pense qu'on peut officiellement affirmer que Chris Chibnall n'a jamais réfléchi à la raison pour laquelle le TARDIS du Docteur Fugitif ressemble à une cabine de police, alors qu'elle se place chronologiquement avant l'incarnation de William Hartnell. De la même manière, on n'en saura pas beaucoup plus sur la division, un ajout pourtant très intéressant et au fort potentiel, mais surtout, on sait toujours pas à quel point l'univers a été détruit par le flux, et ça c'est probablement ce que je lui reproche le plus. A l'inverse, et pour contrebalancer un peu, il est indéniable que Chris Chibnall a apporté beaucoup de nouvelles choses à la mythologie Doctor Who. L'enfant intemporel bien sûr, mais aussi les Cybermasters, le Solitract, le Pting, les Stenza, Ashad, Swarm et Azure. Alors on pourrait lui reprocher de créer des méchants un peu trop simplistes et manichéens. C'est vrai que quand tu regardes Tsimsha, Ashad et Swarm, faut avouer que c'est un peu tous des clones. Il a une vision du méchant de SF très caricaturale, qu'on pouvait déjà constater dans Power of Three d'ailleurs. Mais en fait c'est pas spécialement un mal en soi, c'est juste son style d'écriture qui est comme ça, et personnellement ça ne me dérange pas plus que ça. Et puis il y a autre chose qui rend son travail encore plus intéressant a posteriori. En fait, l'ère Chibnall est une ère très personnelle. Dans une interview pour le Doctor Who Magazine, on apprend que Chris Chibnall a été un enfant adopté. Forcément, avec cette information en tête, le Timeless Child résonne d'une façon profondément différente. De la même façon, il confessera avoir été diagnostiqué d'un cancer durant sa jeunesse. Comment ne pas voir ici un parallèle évident avec la situation de Graham? Dès lors, quand on repense à la petite polémique qu'a suscité une certaine scène de Can You Hear Me lorsque le docteur ne sait pas comment réagir face à la détresse de Graham, là encore, tout prend une tournure différente quand on sait ce qu'il a vécu. En réalité, Chris Chibnall connaissait très bien son sujet. Bref, je ne suis évidemment pas là pour vous dire quoi penser de cette ère, je peux totalement comprendre qu'on ait pu être déçu, tout comme je peux comprendre qu'on ait pu l'apprécier. De mon côté, je dirais que je l'apprécie à moitié, puisque c'est surtout à partir du final de la saison 12 que j'ai enfin ressenti ce que j'attendais de Chris Chibnall depuis le début, c'est-à-dire un Doctor Who différent d'avant, mais quand même plaisant. Alors certes, ce n'est clairement pas mon air préféré de la série, mais au final, j'ai quand même bien aimé, et en tant que showrunner, je trouve que Chibnall a été globalement très bon. Il a proposé sa propre vision de la série, avec son esthétique, ses thématiques, son écriture, avec ses défauts mais aussi ses qualités. Alors merci Chris Chibnall. Je pense que dans quelques années, je repenserai à cette période avec nostalgie. Surtout la saison 13 en fait. J'adore vraiment la saison 13 bien plus que le reste.